Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire de Ladislas Starevich et nous pencher sur le premier long métrage réalisé entièrement en animation en volume. Dès 1924, Starevich a l'idée de réaliser un film à partir du roman de Renard, un ensemble de récits écrits entre le XIIe et le XIIIe siècle qui narrent les aventures de Renard, un renard anthropomorphique qui joue des tours plus ou moins violents à ses amis animaux. C'est cet ensemble de recueils qui a donné son nom moderne au renard qui avant s'appelait Goupil. Le mot renard viendrait d'un avocat de Paris dont l'auteur voulait se moquer. Renard. En 1928, le producteur de Starevich, Louis Nalpas, a envie de produire un long métrage. Une idée ambitieuse sur les plans techniques et financiers à laquelle Ladislas Starevich apportera le thème du roman de renard. Dès 1929, il conçoit des figurines et Irène, sa fille aînée, écrit un scénario. Michel Levine, quant à lui, réalise la sonorisation. Car c'est aussi le premier film de Ladislas pensé comme sonore en amont de sa réalisation. Le film commence par une introduction avec le singe qui nous présente d'abord les personnages, puis nous lance non pas dans le roman de renard, mais dans la célèbre fable de La Fontaine du renard et du corbeau. Ensuite, on entre vraiment dans l'adaptation du roman de renard avec une première farce que le renard a faite au loup. Puis, il y a un débat à la cour du roi dans laquelle où le renard est à nouveau accusé d'avoir fait d'autres farces. À la fin de ce débat, le lion, qui est roi, proclame qu'aucun animal ne peut manger aucun autre animal, à part le roi lui-même, 2 fois par semaine. Et là, on a droit à une jolie scène typique de Starevich avec différentes marionnettes de plein d'espèces différentes qui font la fête, qui nous mène à une autre farce du renard qui évoque au loup un paradis à nouveau brillamment mis en scène dans une scène typique de Starevich. Ensuite, on apprend comment le renard a véritablement trahi le décret du roi puisqu'il a mangé une poule. L'ours puis le chat sont envoyés par le roi pour amener le renard au château du roi pour qu'il soit puni, mais tous les deux sont victimes d'une autre farce, à nouveau avec de jolies évocations oniriques, dignes de Starevich. Finalement, c'est son cousin le blaireau qui amène le renard à se rendre au château du roi. Et on a droit à toute la cour qui se réunit pour assister à l'exécution du renard qui à nouveau s'en sort avec de belles paroles. Scène commentée avec un micro moderne par le singe. Et finalement, quand le lion se rend compte qu'il a été trompé une fois de plus, là c'est une scène qui n'est pas du tout dans le roman. Tous les personnages se mettent à assiéger la forteresse du renard, qui se défend avec sa famille à l'aide de nombreux pièges installés dans son forteresse, qui sont vraiment une scène vraiment rigolote à voir, qui plaira aux amateurs de Maman j'ai raté l'avion. Et je vous laisse le plaisir de découvrir comment cela finit. Les premiers extraits muets sont diffusés en 1929 et les premiers extraits sonores en 1930. Les instruments de musique représentent les émotions des personnages, un tambour pour la colère, un saxophone pour la surprise, etc., etc. Mais des morceaux originaux sont aussi composés pour le film. Pour réaliser ce long métrage, les Starevich utilisent des figurines plus grandes que dans les films précédents, ce qui permet de les filmer de plus près et d'avoir des mouvements plus précis. Mais le film sonore en est encore à ses débuts, et Louis Nalpas, le producteur, exige que la sonorisation se fasse sur disque et non directement sur la pellicule. Peut-être parce qu'il est directeur d'une société qui produit ce procédé.
Mais ce procédé s'avère vite obsolète et les autres trop chers à ce stade du projet. En 1931, la partie muette du film est terminée, mais le producteur refuse de le sonoriser et est incapable de le livrer au distributeur. Ce n'est que 4 ans plus tard, en 1935, que Ladislas retrouve les droits de son film, toujours muet. Il propose aux producteurs et aux distributeurs de sa série Fétiche de sonoriser et distribuer le film, mais ils refuseront. Mais en 1936, il signe un contrat pour le sonoriser, en Allemagne. L'Universum Film Aktien Gesellschaft est la plus grande société de production allemande de l'époque, en collaboration avec le régime en place en Allemagne en 1936. Elle finira par contrôler tout le cinéma des pays occupés jusqu'en 1945. Le film étant inspiré d'un texte allemand et le décor d'un peintre allemand, Wilhelm de Kaulbach, qui a illustré une édition du roman, la société est enthousiaste. Le film est monté dans un ordre différent de ce qu'il était au départ et distribué en 2 parties. Et ce n'est que 3 ans plus tard, en 1939, que le film sera sonorisé en français avec la société Paris Cinéma Location. Irène Starevich a toujours souligné le travail de Roger Ritschebe, qui ne s'est pas contenté de financer le film, mais a aussi adapté le scénario, par exemple en ajoutant la scène du rêve, qui incite Renard à revenir à la cour du roi alors qu'il n'y a pas d'intérêt. Roger Ritschebe a aussi choisi une forme de sonorisation ambitieuse en faisant parler les personnages, alors que la version allemande se contentait d'une voix off. Jean Nouin, célèbre parolier et animateur de radio, assisté d'Antoinette Nodement, écrivent les dialogues. Vincent Scotto la musique. C'est le compositeur de 4000 chansons, il a travaillé pour 200 films des années 30 à 50, dont les films de Pagnol. Et c'est Raymond Legrand qui dirige l'orchestre, ce qu'il fera pour 120 musiques de films. Le singe a la voix de Claude Dauphin, le frère de Jean Nouin, qui a eu pour nom de scène Babylas, c'est rigolo. Homme, femme, enfant, vieillard. Le renard a la voix de Romain Bouquet, un acteur qui a commencé au théâtre avec les Trois Mousquetaires. Ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Le lion par Marcel Reine, qui aura une carrière dans le doublage jusqu'en 1956. Et assez de toutes ces querelles. La décision que je viens de prendre sera irrévocable. Irrévocable. Le loup par Sylvain Hitkin, un grand acteur, fusillé par la Gestapo en 1944. Attends. Je vais descendre. Moi aussi. Dans le seau. L'ours par Léon Larive, qui a également joué pour Renoir. On m'a battu. Je ne suis plus qu'un pauvre ours blanc plein de bleus et de morts. Le coq par Robert Seller, qui a une grande filmographie, qui a notamment joué pour Guitry, avec Remontons les Champs-Élysées. Ici. Le renard. Ah, le renard. Voyez. Le blaireau est interprété par Eddie Debray, qui a également joué pour Renoir. La vérité sur le renard, ce loup abominable est un menteur. Sire, croyez-moi, un renard n'est pas ce que l'on vous raconte. Le chat par Nicolas Armato, et ça dans Casanova de Jean Boyer. Le renard, voilà ce qu'il a fait de moi. Et le lapin est interprété par une femme, Sylvia Bataille, que l'on a vu dans Les Portes de la Nuit de Claire Lécuyer. Oui, j'ai senti sa patte qui m'a pris là. Sire, oui, là. J'en ai encore un. Enfin, la seule chanson du film, celle du chat, est interprétée par Jaime Plana. Tu sais bien que je t'aime, miaou, miaou, mon cœur n'est pas bohème, miaou. Le film sort en 1941, sous le régime de Vichy, et certaines phrases sont censurées, comme l'évocation d'un pacte de paix. Et à sa sortie, le film reçoit quelques critiques sur sa moralité, ce qui fait d'ailleurs qu'il sera censuré en Italie et en Espagne. En France, le film est apprécié, ses qualités techniques louées, la faible publicité, le contexte difficile et la concurrence rude, avec notamment La fille du puisatier de Pagnol et Bellamy d'Egbrecht, font que le public tarde à aller voir le film, qui ne rentre pas dans ses frais la première année. En 1946, Ladislas rachète les droits de son film, qui sera diffusé jusqu'à la fin de sa carrière en 1959.
Le film sera restauré par sa petite fille Béatrice et diffusé au cinéma et à la télévision en 1989. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres.